Bonjour Nathalie Saint-Cric. Bonjour Patrick. Vous êtes éditorialiste à France Télévisions, bien sûr, on vous connaît bien et vous publiez L'ombre d'un traître. C'est un roman absolument incroyable, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité du jour. Nathalie, ce sont les obsèques émouvants de Dominique Bernard. Évidemment, ce professeur assassiné par un terroriste dans son lycée. Et aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, assistait donc à cette cérémonie. Il avait auparavant, le président de la République, appelé à se tenir debout face au terrorisme dont aujourd'hui la menace est redevenue extrêmement présente en France. Vous diriez que c'était la place du président d'être là, et ce sont les mots qu'il fallait employer? Je pense que tout à fait. D'abord par soutien pour la famille, pour montrer que la nation est derrière cette famille, derrière ce professeur. Ensuite, pour pas qu'il y ait un effet de banalisation, comme si ça devenait normal que tous les 3 ans, tous les 2 ans ou tous les 6 mois, ce soit une sorte de dommage collatéral. Ensuite, pour insister, ça a été fait il y a quelques jours par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron, sur le fait qu'il y a eu quand même pas mal d'incidents au moment où il devait y avoir une minute de silence en son honneur, et qu'actuellement, on voit c'est notamment stigmatisé, précisé, dans un livre de Jean-Pierre Robin qui s'appelle « Les profs ont peur », dit que 60-80% des profs s'autocensurent, c'est-à-dire ne veulent pas enseigner ce qu'ils doivent enseigner parce qu'ils ont peur qu'on leur massacre leur voiture, peur d'avoir un conflit dans l'école. Donc se tenir debout, c'est se tenir vraiment debout, c'est-à-dire qu'on ne passe rien, on ne supporte pas que certains élèves agressent les professeurs en refusant l'enseignement de la Shoah, en refusant un certain nombre d'enseignements, Darwin, en refusant d'aller à la piscine, c'est-à-dire qu'il y ait des manifestations qui sont contre la laïcité et contre le savoir, parce que le savoir est quand même la meilleure chose pour se protéger de l'obscurantisme, et il faut être, je pense, intraitable. Et pour dire la vérité, je pense qu'on a beaucoup dormi pendant très longtemps, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un livre qui s'appelait « Les territoires perdus de la République », où il y avait un certain nombre de... C'était un collectif de profs qui disait « voilà ce qui se passe dans nos établissements », et ce livre, il a 20 ans. Oui. Et pendant 20 ans, on n'a voulu pas faire de vagues, et maintenant, à force de ne pas faire de vagues, on va en avoir une énorme, et à ce moment-là, il sera probablement trop tard. Donc il faut former les profs, les aider, les soutenir, faire des signalements, et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de manière à être zéro tolérance, en espérant que c'est pas trop tard. Oui, parce que le président dit qu'il faut se tenir debout, mais même la famille du professeur assassiné fait savoir qu'en gros, cela n'aurait jamais dû se produire. Et au fond, pense que l'État est défaillant. Mais l'État est défaillant. L'État a probablement été défaillant en laissant faire un certain nombre d'années sans prendre la mesure de la gravité et en préférant se dire il y a 600, 700 personnes, des établissements scolaires qui sont concentrés dans un certain nombre de zones, fermons les yeux. L'État a été sûrement défaillant en laissant un certain nombre de profs qui eux-mêmes n'étaient pas forcément convaincus de faire de l'instruction civique ou d'être des résistants pour le coup face à des offensives contre la laïcité. Après, il faut considérer qu'on ne peut pas... la polémique qu'il y a eu sur les fichiers S on est dans un état de droit, et je pense qu'il ne faut pas renoncer à ça, et on peut pas... La détention préventive n'existe pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser quelqu'un d'avoir commis un acte tant qu'il ne l'a pas connu. On peut penser qu'il y a un environnement qui fait que c'est quelqu'un qui peut passer à l'acte, mais on ne peut pas mettre les gens en prison avant qu'ils fassent quelque chose. Je peux vous soupçonner d'un certain nombre de choses, on peut me soupçonner, mais tant que j'ai rien fait. Donc il faut être plus attentif, et c'est presque dérisoire, mais c'est bien, quand le chef de l'État dit on va passer tout au peigne fin. On se dit, il aurait fallu passer le peigne fin depuis un petit moment, avec un manque de traducteurs pour pouvoir écouter les écoutes téléphoniques, avec un manque probablement de moyens, et surtout d'adaptation intellectuelle à ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas préservé, on n'est pas sanctuarisé. Ça fait quand même 20 ans qu'on a vu, depuis le 11 septembre, ou même plus, qu'il n'y a pas de sanctuaire. L'école, c'est pas un sanctuaire. Rien n'est un sanctuaire. Oui. Donc il va falloir vivre avec. Et on n'est peut-être pas forcément armé pour ça. Et puis surtout dire aux gens qu'il ne faut pas être terrorisé, puisque l'idée, c'est de nous terroriser. Quand vous voyez les vidéos de Daesh il y a quelques mois ou quelques années, c'était « on va vous faire peur, on viendra chez vous, on viendra vous égorger dans vos familles ». C'est le but des terroristes, de terroriser les gens. Ce qu'il faut, c'est... Alors, je ne vais pas vous faire le coup du réarmement moral. On n'est pas... Mais quand même, d'essayer de savoir ce qu'on veut et puis de ne pas toujours dire... Oh. En fait, avoir la paix, ce qui est devenu souvent un espèce de symptôme de la société. Oui. Je veux avoir la paix avec mes enfants, ils peuvent faire n'importe quoi, je veux avoir la paix avec... Je me tais même si je ne suis pas d'accord. Hein. Non, avoir la paix, ça peut déboucher sur avoir la guerre. Donc je pense qu'il faut peut-être expliquer bien, prendre les enfants petits, prendre les parents d'élèves,
et puis être intraitable d'un point de vue judiciaire. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Dupond-Moretti, c'est ce qu'a dit Attal, c'est ce qu'a dit Darmanin. Alors maintenant, il faut passer à l'acte, et puis il faut qu'il y ait des signalements partout. Oui. Et qu'on ne nous raconte pas des fadaises du genre oui, il y a eu 50 établissements dans lesquels il y a eu ça. Non, c'est pas 50. Mais Nathalie, au-delà, on entendait ces mots, le guerre. On entend ces mots Alors, bon, ça, c'est la de résistance. Vous l'avez oui, alors employé ça, à l'instant. Ça, c'est ouais. comment dire, c'est le type de discours d'Emmanuel Macron. C'est très clémenciste, faire bloc, on est en guerre. Oui, on est en guerre, d'une certaine manière. On est en guerre contre quelque chose de plus subtil qu'avant, puisque ce ne sont pas des soldats, ce sont des gens qui sont certains Français en plus, parce que là on se focalise sur deux Tchétchènes, si j'ose dire, celui-là et celui au moment de l'affaire Paty, mais il y a des Français qui sont radicalisés. D'ailleurs, le correspondant de celui qui a le correspondant, l'instigateur est un Français qui s'est converti. Donc, on peut employer des grands mots, mais ça, c'est pour essayer de solidifier la nation. Mais il faut simplement être très attentif au quotidien et affirmer ses valeurs et pas avoir peur de le dire, et pas qu'on soit traité d'islamophobe chaque fois qu'on dit quelque chose, alors même qu'on ne fait pas de différence entre... On fait une différence justement entre l'islamisme et les tonnes de musulmans qui veulent vivre en paix, qui ne veulent pas qu'on leur mette sur le dos ce que font un certain nombre de leurs condisciples qui sont radicalisés. Donc il faut que tout le monde, y compris et surtout presque les musulmans qui pratiquent leur foi totalement normalement, que cela dise, pas nous, pas ça. Oui. Not in my name. Oui, mais Emmanuel Macron a dit aussi il va falloir apprendre à vivre avec le risque, entre guillemets, le risque zéro des attentats. On ne pourra pas. Donc, et beaucoup trouvent ça scandaleux parce qu'on se dit on ne peut pas vivre avec cette menace. Mais on vit à chaque époque avec des dangers qui sont les dangers de l'époque. Croire que la vie. Je pense que le problème dans les sociétés, c'est que depuis qu'on est petit, tous, on croit que ça va être de mieux en mieux. C'est-à-dire, on va être on va gagner plus facilement sa vie, on n'aura plus de guerre, on sera plus heureux, on soignera plus de maladies. Donc on est dans un chemin de progrès. Et là, on se rend compte qu'il y a des chemins de progrès sur certaines choses, et puis que finalement, les grandes frayeurs qu'il a pu y avoir par le passé, qui se manifestaient différemment, se remanifestent aujourd'hui sous une autre forme. Oui. Donc, il n'y a pas de risque zéro. On n'est pas, je veux dire, on peut pas être plus protégé qu'on ne l'est. Après, on n'est pas un État maternant. On est un État qui doit prendre ses responsabilités. Mais on va pas. Il faut accepter de vivre et puis surtout ne pas avoir peur. Oui, on parlerait de la Seconde Guerre mondiale, on va en parler dans le roman Nathalie, mais Jean-Luc Mélenchon, dans la polémique Benzema, dans un tweet, fait référence à Pétain. On a, il y a 2 jours, Daniel Obono, député de la France Insoumise, qui parle de résistants, parlant et on a Fabien Roussel du qui Hamas. traitait de Doriot. Et on a Doriot, collabo, qui est lancé à la figure du leader communiste. Oui. Donc on a l'impression qu'on est revenu à ces années-là. On va parler du livre, Nathalie, mais au fond... Je ne suis pas sûre qu'on n'est pas revenu. On est revenu à une espèce de bouillie intellectuelle, d'absence de culture historique, au mieux, ou de volonté de tout mélanger, d'embrouiller la tête des gens. On peut pas... N'est pas nazi tout le monde. Mais vous savez, ça, peut-être quand on entendait CRSSS en 68, c'était déjà une espèce de déformation de la pensée. C'est cette espèce de côté de mélanger tout, de dire résistant à un certain nombre de groupes ou de personnes. Je trouve que c'est une injure à ceux qui ont été vraiment résistants et qui ont laissé leur vie là-dedans. Et puis, de toute façon, c'est une forme de crachat à l'histoire. Enfin, si vous voulez, on peut très bien attaquer quelqu'un sans aller chercher... Jacques Doriot, je comprends même pas qu'on puisse faire des choses pareilles. Ouais. 18 juin 1960, le général de Gaulle inaugure la crypte au Mont-Valérien en l'honneur de ces Français libres, une quinzaine. Et dans ces cercueils-là, il y a peut-être celui d'un traître. Et vous partez, vous racontez, Nathalie Saint-Cricq, dans ce livre, L'ombre d'un traître, ce roman formidable qui est publié aux éditions de l'Observatoire, vous nous racontez finalement une sorte d'enquête que vous menez, basée sur des faits réels, avec des personnages romancés, mais qui nous aident à comprendre, au fond, où est la vérité. Et c'est une forme d'enquête historique absolument incroyable que vous menez. Je suis tombée sur cette histoire, par le plus grand des hasards. On me dit, il y a une historienne qui me dit, vous savez, on rentre au Mont-Valérien puisqu'il y a 15, maintenant il y en a plus, il y en a 16-17 puisqu'il y a eu d'autres guerres, 15 qui sont choisis parmi les déportés, ceux qui ont fait
39-40, le débarquement en province. Bon, bref, il y a une espèce de mélange de gens qui sont censés incarner toute la palette de la France combattante. C'est tiré au sort. Et puis tout d'un coup, la dame avec qui je discute me dit, vous savez, on rentre au Mont-Valérien, mais on en sort. Et je me dis, on en sort, comment ça? Je sais qu'au Panthéon, on sortait, parce que c'était des choses politiques. Marat rentre, parce qu'on considère que c'est un révolutionnaire merveilleux. Quelques mois plus tard, on considère que c'est un boucher, on le sort. Bon, là, c'est pas ça. Simplement qu'il y a des gens qui écrivent en disant, mais le monsieur, là, vous avez fêté pendant 2 jours, le 10 et le 11 novembre 45, en exposant son cercueil aux Invalides, à la place de l'Étoile, 2 jours de cérémonie, les 10 et 11 novembre 45. Il y a des gens qui disent, mais lui, franchement, moi, je l'ai connu pendant la guerre, c'est pas du tout ça. Et là, mouvement de panique au ministère des Anciens Combattants, à l'Élysée, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jury d'honneur, et puis on prend des témoignages, on fait venir tout le monde, et là, on se dit, faut le sortir. Alors, faut le sortir. C'est pas très facile quand on l'a honoré pendant 2 jours, que les noms se sont étalés dans les journaux, qu'il est passé aux actualités, tout ça. Faut le sortir. Et puis, De Gaulle part. Et puis, on oublie de le sortir. On se dit, bon, on sortira plus tard. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le Mont-Valérien, le monument, il n'est pas encore construit. Donc, quand De Gaulle revient au pouvoir en 58, il construit son Mont-Valérien à lui. Et là, la veille du 18 juin, c'est-à-dire l'inauguration du 18 juin. 20 ans après l'appel. On a oublié de le sortir. Et on le sort, la veille, le 17. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le temps de trouver quelqu'un d'autre. Et que quand De Gaulle inaugure, il y a un cercueil vide. Et cette enquête, elle était dans les archives. Tout y était, mais juste bizarrement, ça a été tellement passé sous silence pour pas poser de problème au gouvernement, pour pas poser de problème en disant, regardez, c'est une erreur, c'est honteux. Hein. Et ben, on a tout oublié. Et il suffisait, si j'ose dire, de commencer à tirer le fil pour que toute la plotte vienne avec. Et il y a tout dans les archives. Oui, et alors un journaliste désiré qui travaille à France Soir qui va arriver, bon, il y a un personnage féminin à côté de lui absolument délicieux, et puis il y a ce fameux, alors on va dire c'est Robert B. Qui était Robert B? Donc non mais c'est vrai que... Robert B existe totalement. J'ai choisi de l'appeler B simplement, alors que je connais parfaitement son nom et qu'il s'agit de... C'est pas extrêmement compliqué de le retrouver sur Internet. B pour pas que s'il a non pas lui des descendants parce qu'il n'a pas eu d'enfants, mais s'il avait des cousins, des neveux, tout ça, pour pas qu'il y ait des gamins ou des plus vieux qui se sentent, montrés du doigt. Parce que, comme il y a une enquête dans l'enquête avec mon jeune Désiré, qui lui-même cherche ses origines, et je considère qu'on n'est pas responsable de ses parents, grands-parents. On peut en être fier, mais on n'est pas responsable quand il y a des choses qui ont été mal faites. Je ne voulais pas donner ce nom en pâture. Alors, je ne pense pas que non plus tout le monde va lire le livre, mais je ne voulais pas qu'on puisse s'identifier. Et donc, c'est une personne qui fait... La résistance est embryonnaire à ce moment-là. C'est entre 40 et 42 dans un groupement qui s'appelle l'armée des volontaires. Il fait des choses... plutôt bien, mais après on se demande s'il n'a pas filé des infos aux Allemands, alors même qu'il filait d'autres infos aux Alliés. Donc il y a déjà un truc qui ne va pas. Et puis après il y aura d'autres choses qui n'iront pas. Mais je ne vais pas tout vous raconter. Il faut simplement savoir que c'est lui qui est choisi, que ça et que l'enquête qui est faite, elle est faite sous forme de polar, parce que à chaque coup on découvre un nouveau truc. Et puis on se demande s'il est vraiment douteux ou pas douteux, s'il n'y a pas des racontards sur lui. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai inventé mon quatuor de gens, de très braves gens qui font une espèce d'enquête à la Gaston Leroux. J'écris pas aussi bien Gaston Leroux, mais une espèce d'enquête. Et puis pour faire aussi que cette histoire est certes symboliquement puissante, mais sur le fond, la guerre est dramatique, mais cette histoire-là est rocambolesque. Parce que franchement, honorer quelqu'un pour le ressortir en douce, aller chercher un autre cadavre et tout ça en douce, c'est incroyable. Donc moi, je me suis permis de m'amuser un tout petit peu quand même. Oui, on s'amuse et en même temps on se dit au fond, oui, où est la vérité? Et derrière, quand on gratte un peu, on va chercher, on enlève un peu finalement la poussière du temps et on découvre au fond des histoires qu'on n'a pas voulu raconter ou qu'on n'a pas cherché à mais savoir. Non, mais le contexte politique de l'époque fait quand même que quand De Gaulle arrive au pouvoir, au début, après la guerre, il n'a aucun intérêt à dire aux Français: vous êtes mal tenus, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Je rappelle qu'il y a eu 400 000 résistants estampillés. C'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes pour savoir s'il n'y a pas des gens qui se décrétaient résistants à un mois de la libération, et quand on savait en gros que les Alliés allaient remporter la guerre. 400 000 pour une population de 41 millions de Français. Il ne peut pas se permettre de dire vous êtes mal conduits. Donc il veut
donner l'illusion aux Français, pour la cohésion du pays, que tout le monde s'est senti au moins une fois 1 heure dans sa vie résistant. Donc c'est à partir de là qu'il y a cette espèce, non pas d'imposture, mais probablement de nécessité, alors même qu'il n'est pas dupe et qu'il sait très bien que dans ceux qui l'acclament très fortement, qui chantent la Marseillaise, eh ben, ils acclamaient Pétain 4 ou 5 ans auparavant. Donc lui a besoin de cette espèce de fiction pour que le pays soit uni. Et en France, il y aura l'histoire de la résistance dans un premier temps n'ira pas chercher dans les coins, si j'ose dire. Et il faudra attendre 70, finalement 1970, et notamment le travail de Paxton, c'est-à-dire d'un historien qui n'est pas français, pour parler de la collaboration, pour parler du régime de Vichy, pour avoir le discours du Veldiv de Chirac en 95, et pour que on commence à fouiner dans le récit historique et le roman national, en se disant, ben voilà, il y a des vrais résistants, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont suicidés pour pas avouer, il y en a d'autres qui ont parlé sous la torture et on ne peut pas leur jeter la pierre, on ne sait pas. Mais on ne peut pas tout confondre. On ne peut pas confondre quelqu'un qui est parti au STO, qui est allé travailler en Allemagne, et quelqu'un qui a pris le maquis. Voilà, c'est pas grave, on ne juge pas. Mais il y a quand même un certain nombre de règles, d'honneur à porter pour que la mémoire se transmette. L'idée du Mont Valérien, c'est qu'on se souvienne et que, comme il dit, la flamme de la résistance ne s'éteindra jamais. Mais encore faut-il que ce soit des héros remarquables ou des vrais héros. Merci Nathalie Saint-Cricq. C'est l'ombre d'un traître, donc c'est passionnant. Aux éditions de l'Observatoire, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Votre précédent livre adapté à la télévision avec Pierre Arditi dans 6 novembre. Clémenceau. Quel bonheur de voir un livre qui naît sous avec oui. un comédien extraordinaire qui est Arditi. Et qui est métamorphosé et qui passe son temps à dire lui-même sur le tournage: ah, je fais pas du Arditi, je me reconnais pas. Donc on n'a pas du Arditi qui fait du Arditi, on a du Arditi qui fait du Clémenceau, et Émilie Kahn joue, enfin il y a toute une François Barthouré qui joue Monet. Enfin c'est pas parce que c'est l'adaptation de mon livre, mais ça donne un peu de, vous voyez, ça donne un peu d'oxygène, c'est un peu frais, et peut-être que ça remonte aussi le moral dans une période qui est finalement très, très, très plombante. Merci. Et Nathalie Saint-Cricq qui nous régale avec cette façon de jouer avec l'histoire. On en redemande. Merci Nathalie d'avoir été avec nous.